Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h15, le petit déjeuner à la présidentielle ce matin, c'est Anne Hidalgo, candidate PS à l'élection présidentielle et maire de Paris. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour à vous. Le débat autour de l'âge de la retraite, l'explosion des prix de l'énergie, votre appel à une baisse de la TVA. On rappelle pour les carburants que vous aviez été l'une des premières à le demander. Vos propositions, en octobre, c'est vrai. Vos propositions sur le climat, la guerre en Ukraine, l'accueil des réfugiés, votre campagne, l'état de la gauche, votre opposition à Macron. Autant de sujets qu'on va aborder ensemble jusqu'à 9h15 avec aussi tout à l'heure des questions en fait d'auditeurs, des questions de nos éditorialistes ce matin, Arlette Chabot, Éric Revel et puis aussi questions de Cécile. Avant d'aborder toutes ces questions, Anne Hidalgo, permettez-moi quand même de vous demander quel est votre état d'esprit aujourd'hui, ce matin. On est à un mois de la présidentielle. Est-ce que vous vous sentez un peu résigné devant notamment en fait les sondages qui donnent Emmanuel Macron facilement vainqueur? Vous patinez en fait dans ses intentions de vote, ou est-ce qu'il y a encore de la place finalement dans le débat pour faire bouger les choses? Vous savez, je suis une femme déterminée, de conviction. Je ne m'engage pas à la légère. Je ne me suis pas engagée à la légère. Je porte une vision pour notre pays qui est une vision, je pense, juste, équilibrée, engagée dans les questions justement de transition écologique, engagée pour notre jeunesse. Et je vois notre pays qui prend des très mauvais tournants. Un mauvais tournant parce que, par exemple, sur la question de l'Ukraine, on a vu monter l'extrême droite, mais aussi l'extrême gauche. Et je ne pardonne pas la position à Jean-Luc Mélenchon d'avoir été aussi complaisant avec Vladimir Poutine et de vouloir finalement nous isoler en Europe. Du côté des politiques conduites par Emmanuel Macron, une telle violence sociale, une telle injustice, tellement de gens dans les classes moyennes, les catégories populaires qui souffrent, que moi je viens de ce milieu-là, je viens de l'immigration espagnole, mes parents ouvriers, et je viens de ce milieu-là et je sais que j'ai quelque chose à apporter et je sais que beaucoup de gens voudraient faire disparaître. On a l'impression que c'est inaudible en fait depuis des semaines. Alors pourquoi les choses sont inaudibles? Ça, il y a peut-être des questions à se poser sur la façon dont le débat s'organise, mais peu importe. Moi, je parle, je rencontre directement et merci de m'inviter sur votre antenne et je porte des idées, des convictions, des propositions qui vont permettre à notre pays aussi de regarder de l'avant, à notre jeunesse de pouvoir se construire, mais pas dans un monde d'injustice. Regardez la question des retraites. Regardez la question des retraites. Non, mais on va y venir. Mais justement, donc d'un point de vue en fait justement psychologique entre guillemets, pour aborder cette campagne, vous n'êtes pas résigné face à... Jamais. Vous savez, je vous le dis, je viens d'un milieu où je ne devrais pas être là aujourd'hui. Quand j'étais à l'université, il y avait 3% d'enfants d'ouvriers à l'université, et je vous raconte pas le nombre d'enfants issus de l'immigration qui ont pu faire le parcours que j'ai pu faire. Donc la résignation, je ne connais pas. Ce que je sais, c'est l'émancipation, la force, le fait que quand on a la connaissance, la possibilité de parler, l'engagement, on se rend utile aux autres. Et moi, c'est ça qui me motive. Vous pouvez créer une nouvelle dynamique. Par exemple, je sais qu'il y a eu des critiques, des trahisons dans votre camp. Là, François Hollande va venir à vos côtés, c'est ça, lors du meeting du 22 mars à Limoges? Oui, c'est vrai que nous sommes... Et je suis très heureuse que François Hollande vienne au meeting de Limoges et je suis très heureuse d'avoir aussi Bernard Cazeneuve comme président de mon comité de soutien, d'avoir Martine Aubry et beaucoup d'autres. Il faut qu'il monte au front, entre guillemets. Il faut, vous savez, la gauche est dans un très mauvais état. Je ne vais pas vous faire de dessin là-dessus. Le Parti Socialiste a beaucoup souffert, n'a pas réussi ces 5 dernières années à se reconstruire, sauf par les territoires, puisque nous sommes très présents partout dans les villes, les régions. D'ailleurs, on nous donnait perdant à une semaine et même à quelques jours de l'élection régionale, on nous donnait perdant partout sauf en Occitanie en nous disant que ça serait là où on aurait la présidente la moins bien élue. Bonjour la prédiction, vous avez vu le résultat, peu importe. Nous sommes présents dans les territoires, mais nous n'avons pas, sur le plan de la politique nationale, pu rassembler. Ce que je suis en train de faire dans cette campagne, et je le dis aussi aux électeurs de gauche qui se désespèrent, qui cherchent un vote utile. Le vote utile, c'est celui de vos convictions. Je suis la représentante de la gauche républicaine, européenne, sociale et écologiste. Ce vote-là, je vous assure qu'il sera utile aussi pour construire la suite. Parce qu'il y a un jour d'après cette élection. Et dans le jour d'après, la gauche va se relever. En tous les cas, le travail que je suis en train de faire avec beaucoup de
femmes et d'hommes et de nouvelles générations autour de moi, c'est aussi ce travail de renaissance pour une gauche qui va être là, qui se représente pas la gauche protestataire de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, c'est son dernier tour de piste à Jean-Luc Mélenchon. Ah oui. Et donc, si vous voulez préparer aussi l'avenir en faisant en sorte que votre vote soit vraiment utile pour contrer, pour être une vraie force d'opposition à la violence sociale des propositions d'Emmanuel Macron et au fait qu'il tourne complètement le dos à la question climatique, eh bien, il y a un vote utile, c'est le vote pour Anne Hidalgo et la proposition que je porte. Et en tout cas, vouloir convaincre. Alors justement, quels peuvent être les sujets en fait de clivage pour vous, qui peuvent permettre de démarrer peut-être cette campagne qui patine pour l'instant? La réforme des retraites, par exemple, Emmanuel Macron qui propose donc de l'avancer à 65 ans. Vous voulez maintenir à 62, mais comment vous faites pour financer? Pour moi, il y a deux sujets qui doivent aujourd'hui être présents dans l'esprit de nos concitoyens et notamment des femmes et hommes de gauche qui veulent donner cette opportunité. Le premier sujet, oui, c'est la question des retraites qui est emblématique. Emmanuel Macron veut porter à 65 ans l'âge de la retraite. Nous savons qu'aujourd'hui, d'abord, il n'y a pas un problème de soutenabilité financière de notre régime des retraites. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Il y a quand même des sources un peu de financement à revoir. Et d'ailleurs, je les revois. Comment? En proposant que ce soit par le travail, plus de travail, réindustrialiser le pays, offrir beaucoup plus de possibilités de travail, ça fait plus de cotisations, ça fait un PIB qui augmente. C'est plus comme de travail, vous voulez revenir aux 39 heures ou aller au-delà? Non, plus de travail, c'est-à-dire plus d'emplois, plus de possibilités de vrai travail avec un salaire qui permette à chacun de pouvoir vivre. Et je veux surtout, parce que ce qui ne va pas dans aujourd'hui notre système de retraite, c'est d'une part qu'on prend plus en compte la pénibilité, ça a été supprimé par Emmanuel Macron, c'est-à-dire les gens qui sont rentrés tôt, qui ont des travaux pénibles. Ça pourrait être revu donc dans les propositions. Là, oui, on voit bien comment il revoit les choses, Emmanuel Macron. Il rentre d'abord par le sujet de l'augmentation de l'âge de la retraite, c'est-à-dire travailler plus pour finalement gagner moins. Je ne pense pas que ce soit vraiment une orientation, en tous les cas, pour des femmes et des hommes de gauche qui se posent la question de voter Emmanuel Macron, je pense que ça devrait vraiment les dissuader et d'être un frein, un blocage à cela. Deuxièmement, c'est le montant des pensions. Le montant des pensions, qui est beaucoup trop faible aujourd'hui. Vous savez que les pensions des femmes, les pensions de reversion d'ailleurs, que je reverrai, mais ce qu'on appelle le minimum contributif, je le passerai à 1 200 €. Il faut permettre... 1 200 €, vous 1 200 € pour 1 100 € pour Emmanuel Macron. 1 200 € que c'est de la pour surenchère. moi. Non, ça fait un moment que je le dis. Désolé, je n'avais même pas entendu son 1 100 € parce que pour l'instant, la puissance de ces propositions, à part cette volonté de casser un pan entier de notre protection sociale qui est les retraites, je n'ai pas entendu grand-chose. Ce sera de la casse sociale avec Emmanuel Macron, c'est ce que vous dites. Ce sera de la casse sociale et ce sera en plus dans la méthode, qui est une méthode qui consiste à aller vite, à vraiment se passer du dialogue social. J'étais hier auditionnée par la CFDT, se passer du dialogue social, aller très vite. Vous savez, cela produira, ce que on a déjà vu ces 5 dernières années, beaucoup de conflits sociaux, beaucoup de blocages de notre économie. Donc il y a ce sujet-là qui est un sujet majeur et je le dis, femmes et hommes de gauche, vous avez le choix de prendre une autre orientation que celle que vous propose Emmanuel Macron, parce que les 5 ans qui viennent avec Emmanuel Macron, ça va être du conflit social, de la déstabilisation sociale et toujours aussi peu de dialogue et de capacité à animer quelque chose qui fasse consensus dans la société française. Et puis je dis aux femmes et hommes de gauche, il y a un deuxième sujet et je ne veux pas le passer sous silence, la question de l'Ukraine et la position de Jean-Luc Mélenchon. La position de Jean-Luc Mélenchon sur l'Ukraine, c'est pas simplement une position conjoncturelle, c'est une position qui nous dit quoi? Complaisance avec Vladimir Poutine, qui nous dit l'Europe, c'est pas vraiment ça notre horizon, et qui nous dit en plus il faudrait sortir de l'OTAN et finalement tourner le dos à nos alliés historiques. Vous croyez vraiment, femmes et hommes de gauche, que ça peut être une perspective pour vous? Alors moi je vous le dis, si vous êtes de gauche, si
vous êtes européen, si vous êtes pour la justice sociale, il n'y a pas 36 000 possibilités. Il y a un vote, et ce vote sur le projet, sur la proposition que je porte, et qui va nous permettre aussi de reconstruire cette gauche qui aspire à gouverner. Parce que la gauche qui proteste... Il y a une gauche qui est partie aussi avec Emmanuel Macron, hein, bien sûr, ça ne vous a pas échappé. Pour moi, il y a des leaders de gauche à qui ont appelé à voter pour lui. Vous savez, Marisol Touraine, par exemple. Écoutez, c'est des gens qui étaient déjà partis. C'était des gens Ce sont des traîtres au Parti socialiste. C'est pas des traîtres, et je m'en fiche de ce type d'expression. Mais ils étaient déjà partis très très loin. Ça faisait déjà un moment qu'ils soutenaient Emmanuel Macron. Et tant pis, c'est leur chemin, c'est leur histoire, c'est pas la mienne. Et il y a autour de moi beaucoup de femmes et d'hommes fidèles, heureusement, qui sont restés fidèles à nos idéaux. Et je le dis vraiment avec beaucoup de force. Si vous voulez que, y compris dans les 5 ans qui viennent, il puisse y avoir une autre voie, un autre chemin dans lequel on pense à notre jeunesse, dans laquelle on pense aux plus fragiles, eh bien cet autre chemin, ça ne peut pas être ni avec Emmanuel Macron, ni à gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a place pour cette gauche républicaine, cette gauche européenne et cette gauche profondément engagée. Et je suis une femme solide, et je suis une femme qui a prouvé, en tout cas, ce matin, prouvé par des actes ce que je dis. Et on n'est pas très nombreux non plus à venir des classes populaires, des catégories populaires, et à connaître la vraie vie des gens. Alors s'il vous plaît, prenez votre destin en main et ne vous laissez pas berner une fois de plus par la musique ambiante, par cette espèce de fatalisme et de défaitisme qui voudrait qu'on en reprenne pour 5 ans, 5 ans de conflit, 5 ans de mépris, 5 ans de non-dialogue dans un pays qui a tellement besoin et qui a tellement d'atouts pour se projeter dans l'avenir. Anne Hidalgo, au passage sur les retraites, là d'ailleurs, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a proposé cela, c'est venu du porte-parole du gouvernement qui a confirmé. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là justement au niveau de la campagne ? On est dans la confusion la plus totale, hein. Vous savez, confusion la plus totale, c'est le porte-parole du gouvernement qui vient exprimer les positions du président qui est candidat. Le candidat égrène, franchement, quand une de ses premières propositions, la deuxième étant celle des retraites, la première proposition c'était la suppression de la redevance audiovisuelle. Quelle puissance de feu, quelle vision pour l'avenir que de rentrer en campagne avec ce type de proposition. Il avait démarré avec la taxe d'habitation il y a 5 ans. Bien sûr, mais vous vous rendez compte quand même. Ça avait été une erreur, la planète brûle, la planète brûle, et vous avez Emmanuel Macron qui, dans sa première proposition de campagne, propose quoi ? La suppression de la redevance. Vous êtes pour le maintien. Le sens des urgences. Oui, je suis pour le maintien parce que je pense qu'il faut quand même soutenir un audiovisuel public qui, même s'il y a des petits sujets, devrait quand même garantir l'indépendance de l'information. Mais quelle est... Et puis par ailleurs, d'un côté, on va supprimer des recettes pour l'État. De l'autre côté, on va nous expliquer que le régime des retraites est en difficulté, ce qui n'est pas vrai. Et on va donc faire quoi ? Il est en difficulté, mais il y a des sources en fait de financement. Ceux qui en bavent déjà aujourd'hui. Où est la cohérence de tout ça ? C'est quoi la vision de la société de ce candidat Macron qui est dans la confusion totale ? Mais je ne vais pas commenter la confusion. Ça, c'est pas mon sujet. Bon, alors venons-en aussi à je vais surtout parler du contenu. Venons-en à l'Ukraine. On a beaucoup de sujets, mais enfin, on est ensemble jusqu'à 9h15, donc on a un peu de temps, bien sûr. Venons-en en fait à l'Ukraine, avec les conséquences. On verra peut-être aussi sur la guerre, mais sur les conséquences. Les conséquences aussi autour des carburants et de l'énergie. Vous aviez proposé sur les carburants, ça avait démarré avant, hein, la baisse de la TVA à 5,5. Aujourd'hui, vous êtes toujours sur cette proposition ou vous changez un petit peu ? Non, bien sûr. Je suis d'abord la crise en Ukraine, qui va avoir des conséquences, bien sûr, très importantes, géopolitiques, et pour la stabilité de l'Europe et du monde. C'est une crise majeure. Elle a une conséquence immédiate qui est autour de l'énergie et des prix des carburants. Je propose, et je pousse d'ailleurs, comme l'a fait aussi François Hollande, pour qu'il y ait un embargo sur le gaz russe. Bien sûr que tout cela entraînera, et c'est déjà le cas aujourd'hui, une hausse du prix des carburants et du prix de l'énergie. Il nous faut donc, pour éviter que les Françaises et les Français aient à payer le prix fort de cette crise, et notamment les catégories classe moyenne et catégories populaires, bloquer le prix des énergies et diminuer, parce qu'il n'y a pas 36 000 leviers pour agir pour un État,
pour agir rapidement et de façon massive et générale, c'est baisser la TVA. Baisser la TVA sur l'essence à 5,5, ça devrait être dans son fameux plan de résilience alors d'Emmanuel Macron ou pas? Ça devrait être une mesure immédiate. Immédiate. Ça, c'est une décision immédiate que doit prendre le gouvernement. Et quand on m'explique, ah oui, mais les gens à haut revenu en bénéficieront aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le pays, les 14% les plus pauvres payent les taxes diverses et variées sur l'essence, le tabac, l'alcool, etc. Pèsent 29% dans leurs revenus. Alors que pour les plus riches, pour la catégorie des plus riches, ça pèse à peine 6%. Ça, c'est l'inégalité sociale de la TVA. C'est une inégalité sociale de la TVA et de ces taxes qui s'appliquent indifféremment et qui doivent, et c'est pour ça que je le propose depuis le mois d'octobre, et que là, quand même, il est temps d'y venir, baisser la TVA à 5,5 sur le prix de l'essence. Et deuxièmement, accompagner, bloquer le prix des énergies, parce que ça va toucher Mais comment non vous seulement... pouvez bloquer le prix des énergies? Ce sont des décisions que doit prendre le gouvernement. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et il ne s'agit pas de procrastiner, de tergiverser. Ah bah oui, parce qu'on l'a vu dans certains domaines. Regardez, sur l'immobilier à Paris, les prix ont augmenté de 250% en 20 ans. Oui. On n'a rien fait là non plus, quoi. Alors voilà, quand j'ai voulu faire, et j'ai fait, par exemple, et ça c'est un gouvernement de gauche qui a permis de le faire, l'encadrement des loyers. Bon, ça a été défait après. Non, l'encadrement des loyers, maintenant nous le pratiquons. 250% d'augmentation en 20 ans. Bien sûr qu'il faut des mesures qui permettent d'intervenir sur le marché pour soit réguler, soit contraindre un marché quand les augmentations... et ça, on peut le faire sur l'énergie. Et ça, il faut le faire sur l'énergie. Et les leviers dont dispose un gouvernement, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec hier Antonio Costa, président du Portugal, et il y a quelques semaines aussi avec Pedro Sanchez, président espagnol. Bien sûr que les leviers sont les leviers des taxes qui doivent être utilisées dans des circonstances exceptionnelles comme celles que l'on vit. Parce qu'on ne peut pas laisser nos concitoyens dans cette situation. Les gens qui ont besoin de prendre leur voiture et qui n'ont pas d'alternative de transport en commun comme on peut avoir dans les grandes villes et qui sont obligés de prendre leur voiture, qui n'ont pas l'argent non plus pour s'acheter une voiture électrique. Moi, je propose d'abord ces mesures d'urgence et puis de s'engager très rapidement au niveau européen et au niveau national, et c'est dans mon programme, dans un plan pour sortir très vite de ces énergies fossiles. Allez, et pour accompagner individuellement l'achat des voitures électriques, accompagner aussi individuellement toute la rénovation thermique des bâtiments. Alors on va continuer d'en parler dans un instant puisque vous êtes avec nous jusqu'à 9h15. Il y a beaucoup d'autres sujets, justement la marche sur le climat demain, la Corse aussi avec des manifestations et des tensions en fait actuellement, la guerre en Ukraine et beaucoup d'autres questions. On continue dans un instant juste après la revue de presse. Oui, absolument. Et vos questions, vous le savez, 0826 300 300 jusqu'à 9h15. À tout de suite. Et tout de suite, Benjamin Glaise, hashtag on en parle. Hashtag on en parle, Benjamin. On revient un peu sur ce qui s'est passé hier soir sur TF1 et LCI. Valérie Pécresse face à Éric Zemmour. 1h30 de débat. Et sur les réseaux sociaux, il y a deux mots qui reviennent. Oui, ce sont les termes de cacophonie et immigration. Car pour de nombreux internautes, c'est finalement ce qui est ressorti de ce débat. La preuve avec ce petit montage réalisé par le compte Twitter Caisse de Grève, habitué du genre. Faux. La veille de l'intervention. C'est complètement faux. Si, madame, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah, pas du tout. Alors, pas du tout. Éric Zemmour et Valérie Pécresse, juste un mot de civilité et d'intelligibilité. Et je supprime le droit du sol. Les pays qui refusent de reprendre leurs clandestins, c'est zéro visa. C'est du copier-coller, madame. C'est du copier-coller, madame. Allez, on n'est pas dans une cour de récréation. Mais oui, on n'est pas dans une cour de récréation. C'est d'ailleurs ce que reprochent certains internautes vis-à-vis de ce débat. L'image du chroniqueur de CNews, notamment Kevin Bossuet, qui a écrit « Tout le monde hurle, ça se coupe la parole, on touche le fond, c'est affligeant ». Même Douglas, Simet, vous vous souvenez, ce chien qui aurait voté lors de la primaire LR, il y a un compte parodique qui a été créé. Et ce compte parodique, on peut lire dessus, ils ont réussi à aboyer plus fort que moi. Bon, au-delà de cette cacophonie, l'immigration, le patriotisme, l'OTAN, Poutine ou encore les accusations de nazisme ont occupé une grande partie du débat hier, d'où ce regret pour certains internautes que d'autres sujets importants pour les Français soient un peu passés inaperçus, le pouvoir d'achat, la santé ou encore l'écologie. On va en parler. Est-ce que vous avez pu regarder ce débat hier soir? Non, j'ai regardé 2-3 images et franchement, je trouve que c'est pitoyable, quoi. C'est pitoyable, mais pas que ce débat. Ça fait 6 mois que la façon dont on parle de cette présidentielle et dont on met en scène les candidats est totalement
pitoyable. C'est un mauvais spectacle qui dégoûte encore plus les Français de la politique. C'est parfois le débat aussi, ça nous emmène en fait à cela. Écoutez, je pense qu'il faudrait vraiment, après cette présidentielle, puisque malheureusement ça n'a pas été fait avant, repenser la façon dont on peut réintéresser nos concitoyens à la politique. D'abord partir des vrais sujets. Pendant 6 mois, j'ai fait campagne en parlant du pouvoir d'achat, en parlant du climat, en parlant de la jeunesse, en parlant de l'éducation. Qu'est-ce qu'on me disait sur les plateaux télé, sur les plateaux radio? On me disait, mais chère madame, si ça décolle pas dans votre campagne, et encore chère madame, ça décolle pas dans votre campagne parce que vous parlez pas des sujets essentiels. Et je disais, quels sont les sujets essentiels? L'immigration, bien sûr. Et je leur disais, mais vous savez que moi, les gens me parlent d'autre chose et que en même temps, même si c'est un sujet, c'est un sujet aussi, bien sûr, et j'en parle, et je n'ai pas de sujet, enfin, je n'ai pas de problème à en parler, mais je leur disais, mais quand même, il s'agit là de se projeter. Il y a, la planète brûle, il y a quand même des sujets liés à notre démocratie, aux injustices, on n'en parlait pas. Oui, mais si ça prenait avec Éric Zemmour, c'est qu'il y avait véritablement, et puisque vous avez sillonné la France, il y a quand même une préoccupation autour de l'immigration. Il y a eu un matraquage, où rien d'autre n'était possible que ça. Rendez-vous compte de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a quand même un sujet de fond par rapport à l'immigration? Et quelle est votre position d'ailleurs, Anne Hidalgo? Mais écoutez, les sujets de fond sur l'immigration, on ne va pas occuper tout l'espace sur l'immigration, pardonnez-moi. Le sujet pour la France, c'est pas un sujet de blocage de l'immigration, c'est de mieux intégrer, de mieux accueillir, évidemment de renvoyer les gens qui se retournent contre nous. Et c'est parce qu'il y a eu un échec pendant des années. Et d'appliquer les lois, c'est ça le sujet, qu'on arrête de nous bassiner avec ce sujet de l'immigration. Je viens de l'immigration, on est très nombreux à venir de l'immigration, à adorer notre pays, à être très très fiers de porter ses couleurs. Tout le monde dans certains quartiers. C'est sûrement très vrai pour beaucoup de gens, et ça le serait encore plus si l'intégration était mieux travaillée. Et puis la question de l'immigration, c'est aussi celle de l'asile et celle notamment du respect de nos règles internationales. Mais franchement, vous ne pouvez pas me dire que les 6 derniers mois, ça n'a pas été monté comme une mayonnaise ou comme une crème fouettée, d'une façon qui aujourd'hui finalement nous fait dire que ce débat est pathétique. Allez, on continue la revue de presse avec vous, Benjamin, et justement on parlait des sujets sociaux. Ils sont en une avec l'âge de la retraite à 65 ans. Oui, le projet de Macron relance le débat, c'est ce qu'affirment les Échos, avec cet objectif de faire des économies grâce à cette réforme. Le Parisien aujourd'hui en France, qui semble pour sa part se réjouir d'une telle information avec ce titre: la campagne entre dans le vif du sujet. Concrètement, l'âge légal de la retraite serait décalé à 65 ans, en 9 ans, avec une pension minimum portée à 1 100 €. Un projet qualifié de brutal et d'injuste du côté de la CFDT. Mais alors comment le candidat Macron tente de déminer une mesure impopulaire? C'est ce que se demandent les Échos. Le chef de l'État qui reconnaîtrait dans les couloirs de l'Élysée que c'est la mesure douloureuse de son programme. Conséquence, les proches du candidat s'activent. Gabriel Attal et Richard Ferrand ont insisté sur le progressivement et sur la hausse du minimum de pension à 1 100 € contre un peu moins de 1 000 € aujourd'hui. Financer une protection pour les Français, investir pour eux, a rappelé le porte-parole en l'occurrence du gouvernement. Oui, en Ukraine, nous entrons dans la 3e semaine de conflit. Midi Libre, par exemple, qui tente d'établir les 10 enjeux de cette guerre aux portes de l'Europe. Oui, réfugiés, nucléaire, économie, combat. 6 experts décryptent cette situation, envisagent ce qui peut advenir sur le terrain et au-delà, en Europe. Du côté de la France, la solidarité se poursuit avec une école solidaire en une de Nice ce matin. Plusieurs établissements azuréens accueillent des petits Ukrainiens alors que les tanks sont aux portes de Kiev. C'est ce qu'écrit le quotidien. Ouais, on va en reparler dans un instant avec Anne Hidalgo. Le retour en France aussi, et plus précisément sur la Corse, où la tension peine à redescendre. Avec la une de Corse ce matin, ramener le calme. La journée d'hier a été marquée par les tentatives d'apaisement d'élus et d'adultes, enjoignant les jeunes manifestants à ne pas prendre de risques, mais ça n'a pas empêché de nouveaux heurts, certes beaucoup plus limités que la veille, à Bastia, Corté ainsi qu'à Ajaccio, en fin de soirée. Une jeunesse qui s'embrase et embrasse les combats des aînés, titre Libération dans son édito du jour. La mobilisation nationaliste réactivée par la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna en prison. Une mobilisation menée par une nouvelle génération qui reprend les revendications historiques de l'île. Oui, Anne Hidalgo, nous étions avec Jean-Félix Acquaviva, député tout à l'heure, évidemment, à 7h10, qui nous disait que ces tensions ne retombaient pas, alors qu'il y a une nouvelle manifestation qui est prévue dimanche, en fait, à Bastia. Comment voyez-vous, en fait, vous, les choses? On dit qu'il faut, évidemment, faire des concessions, entre guillemets, sur le statut, par exemple, des prisonniers.
Moi, je crois qu'il faut s'appuyer sur aussi une classe politique très responsable qui existe en Corse. Je pense à Gilles Simeoni, qui est quelqu'un qui peut aider à la fois à retrouver le calme, à trouver le chemin du dialogue. Ah ben là, il avait retrouvé sorte... sa robe d'avocat oui, cette bien semaine. sûr, mais je pense qu'il faut absolument faire confiance aussi à cette classe politique, à une société civile pour à la fois ramener le calme, reconnaître évidemment donc qu'est-ce que vous demandez au gouvernement, vous? Eh bien, le dialogue. Voilà, je demande au gouvernement le dialogue, mais qu'il ne le fasse pas tout seul depuis Paris, ou en montrant les muscles du côté du ministre de l'Intérieur, qu'il le fasse en mettant autour de lui celles et ceux qui ont été reconnus par les Corses comme étant leurs représentants légitimes, qui sont des femmes et des hommes avec à la fois des compétences, cette capacité à dialoguer, qui se reconnaissent dans la République française. Pour le statut d'autonomie, mais écoutez, là pour l'instant, avant de parler de statut d'autonomie, je pense qu'il faut ramener le calme et que l'embrasement qu'on a vu ne se poursuive pas. Et je pense qu'il faut toujours partir à la fois des territoires, des régions, des histoires locales, et faire confiance aux élus locaux, aux acteurs locaux pour trouver les solutions, pas pour sortir de la République, mais pour trouver aussi dans la République les éléments d'une adaptation qui prennent en compte aussi des éléments des cultures locales et de l'histoire locale. Et ça ne se fait pas avec une vision centralisée comme celle qu'on connaît maintenant depuis 5 ans. On est dans une monarchie républicaine dans laquelle... Oui, une monarchie républicaine dans laquelle il n'y a plus du tout de dialogue. On infantilise tout le monde, on infantilise celles et ceux qui peuvent être les acteurs de solutions pacifiques, négociées, discutées, républicaines, y compris évidemment dans le dialogue en Corse. Mais je le dis, il y a des gens de très grande valeur. Je recite le nom de Gilles Simeoni. Il faut s'appuyer sur des personnalités comme lui. Allez, on poursuit notre revue de presse en un mot. Alors donc, il y a le tournoi des 6 nations. Ça, on l'a déjà dit, en fait, Benjamin. Alors, juste une précision sur le toit qui sera ouvert au Millennium Stadium. On sait pourquoi, c'est à cause du Covid, tout simplement. C'est pas un choix du Pays de Galles pour le coup, c'est lié aux conditions sanitaires. Parce que ça aurait pu être un choix stratégique pour que le ballon Pays de Galles. Un peu plus. Exactement. C'est ça, parce qu'il pleut, c'est ce que nous disait Daniel Herrero qui était avec nous. En tout cas, c'est un bon argument. Oui, il pleut. On poursuit la revue de presse encore quelques instants avec Philippe Rioux, éditorialiste à la Dépêche du Midi, qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Je sais que vous avez un dossier sur la réforme des retraites, mais il y a également un autre dossier que vous êtes en train de préparer et commencer. Nous sommes donc aujourd'hui le 11 mars. Il y a tout juste 10 ans, le 11 mars, Mohamed Merah commençait sa série terrible. Donc évidemment, les attentats. Et vous allez y revenir aussi à travers un numéro spécial et toute la semaine d'ailleurs. Oui, c'est ça. Depuis hier et jusqu'au 21 mars, nous allons décliner une série d'articles, de récits, de témoignages sur ce qui est à la fois un drame qui a marqué évidemment Toulouse, Montauban, et qui est aussi une affaire Merah, puisqu'il y a aussi derrière tous les développements judiciaires sur le renseignement, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous publions une interview très poignante de Latifa Diaten, qui est la mère d'Imad, le premier militaire qui a été assassiné par Mohamed Merah. Alors c'est une interview évidemment bouleversante, quand elle nous raconte la douleur qui a été la sienne, celle de sa famille, et puis aussi tout le travail qu'elle a fait avec cette association auprès de la jeunesse, puisque depuis 10 ans elle parcourt la France et même le monde pour rencontrer des lycéens, des jeunes, et leur dire leur parler de tolérance et éviter effectivement combattre cette radicalisation dans laquelle certains peuvent éventuellement verser. Merci Philippe Rioux, donc c'est à suivre. Il va y avoir une semaine de commémoration. Absolument, tous les jours, nous publions une page sur différents acteurs. Nous avons trouvé tous les acteurs de ce drame, et jusqu'au 21 mars, où on rendra compte des commémorations qui auront lieu à Toulouse le 20 mars. Oui, merci Philippe Rioux. Vous y serez la semaine prochaine. Je serai bien sûr à Toulouse, comme j'y étais il y a 10 ans, et bien sûr que en un mot d'ailleurs, Paris a aussi bien sûr a été touché par ce drame, par ces attentats. C'était le début d'une série terrible. Et je veux dire aussi que
Latifa Ben-Liaten a fait un travail absolument incroyable, que je la soutiens, que c'est une femme exceptionnelle avec ce message d'humanité qu'elle porte auprès de notre jeunesse. Allez, on poursuit dans un instant avec vous, Anne Hidalgo, avec nos éditorialistes et nos auditeurs. Bien sûr, nous sommes ensemble jusqu'à 9h15. Avec un seul numéro, c'est le nôtre, 0826 300 300. Ne vous trompez pas, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h52 jusqu'à 9h15 avec nous, le grand format d'Anne Hidalgo et vos questions 0826 300 300. Et c'est Jean-Paul qui est avec nous. Bonjour, vous appelez des Yvelines. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Anne Hidalgo vous écoute, oui. Bonjour Madame Hidalgo. Bonjour. Alors voilà, votre politique écologique de la ville ayant profondément marqué votre image, et je parle surtout au niveau de l'automobile, est-ce que par hasard, n'avez-vous pas quelques craintes sur l'adhésion d'une partie de notre population qui est plutôt rurale et éloignée de vos considérations citadines ? C'est une très bonne question. Ouais. En fait, les solutions applicables dans une grande ville où vous avez une station de métro à moins de 10 minutes à pied de chez vous, ce qui est le cas par exemple à Paris, les solutions ne peuvent pas du tout être les mêmes pour les territoires ruraux et même pour tout ce qu'on appelle la France périurbaine. Et donc j'ai des propositions évidemment qui vont vers l'idée qu'il faut une mobilité, accompagner la mobilité. Comment ? D'abord par un grand plan d'investissement dans les infrastructures et notamment dans les bornes électriques. On a besoin de ce grand plan d'investissement. J'appelle ça d'ailleurs une odyssée industrielle sur la mobilité. Oui, ça c'est dans votre programme. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a l'odyssée industrielle. Deuxièmement, des mesures individuelles. C'est-à-dire il faut aider nos concitoyens. Et là, il faut le faire de façon urgente, en plus avec l'augmentation du prix de l'essence. Pour faire quoi ? Aider à acheter des véhicules électriques qui sont beaucoup trop chers encore aujourd'hui et qui font que beaucoup de nos concitoyens qui ne peuvent pas se passer de leur voiture ne peuvent pas aller vers les véhicules électriques. Donc je mets en place des aides, des prêts à taux zéro. Je mets en place aussi autre chose qui s'appelle un leasing social, c'est-à-dire la possibilité pour des gens de payer chaque mois une location d'un véhicule électrique au prix du véhicule essence, bien sûr subventionné. Par qui ? Par l'État, les régions, les collectivités territoriales. Et donc je mets en place ces différentes mesures individuelles. Pourquoi ? Parce que j'ai bien conscience, je suis profondément écologique et je sais qu'il faut... Vous n'êtes pas anti-voiture, au passage ? Bien sûr que non, parce qu'il y a des tas d'endroits, il y a des tas d'endroits où la voiture est absolument indispensable, où on n'a pas investi dans les transports en commun, et même où les transports en commun ne résoudraient pas complètement le problème, même s'il faut, et je le propose aussi, développer tout ce qui est le train, le ferroviaire, et rendre moins cher par des TVA adaptés le prix des billets de train. Mais il faut qu'on accompagne la classe moyenne et les catégories populaires qui sont toujours les grands oubliés des politiques publiques. C'est pour ça qu'il faut des mesures aussi, des mesures comme je l'ai proposé tout à l'heure, de baisse du prix de l'essence, de baisse de la TVA, parce que ce sont des mesures générales, c'est pas des chèques qu'on va donner à tel ou tel qui en fait exclut toujours les classes moyennes. Et là, dans le moment dans lequel nous sommes et dans les 5 ans qui viennent, je ne veux pas que la transition écologique que l'on doit faire pèse exclusivement sur les classes moyennes et les catégories populaires. Arlette Chabot avant Cécile de Ménibus. Et puis vous, de nouveau, 0826 300 300. Je vous écoutais tout à l'heure et je pensais à Valérie Pécresse. Je me disais, au fond, Anne Hidalgo, elle est comme Valérie Pécresse. Elle cherche un espace politique. Valérie Pécresse voit ses électeurs partagés, tentés par Zemmour ou Emmanuel Macron, et vous, ils sont tentés par Jean-Luc Mélenchon ou par le même Emmanuel Macron. Bref, vous n'avez pas d'espace et vous cherchez de l'oxygène et il n'y en a plus. Bon, c'est vous qui dites qu'il n'y en a plus. Je mets un point d'interrogation. Alors je rajoute le point d'interrogation. Je pense qu'il y en a et qu'il y en aura toujours et que c'est vrai, vous avez raison sur une chose, c'est que dans le débat présidentiel tel qu'il s'est engagé jusqu'à présent, il y avait place pour le bruit, la fureur ou la puissance de celui qui préside aujourd'hui et qui veut enjamber l'élection présidentielle parce qu'il a quand même beaucoup de gens assez puissants à ses côtés pour dire, c'est vrai, si on pouvait se passer d'une élection présidentielle, qu'est-ce que ça serait formidable. Et que les paroles républicaines, je ne vais pas parler de Valérie Pécresse, mais raisonnables d'un parti de gouvernement de gauche qui a une vision équilibrée de la société, qui cherche à rassembler, à créer du consensus, mais à régler les 3 défis qu'on a à régler, celui des inégalités, celui du changement climatique et aussi quand même la crise démocratique dans laquelle on est. L'espace pour des gens raisonnables a été refermé
par qui? Par ceux qui ont fait de cette élection présidentielle un spectacle, le bruit et la fureur, l'excès, l'injure au menu d'une élection qui pourtant est décisive parce que nous devons décider aujourd'hui des 5 ans qui viennent. Alors je vais vous dire, est-ce qu'il y a un espace? Je le prends. Et je le prends chaque fois que je peux le prendre. Et je le prends aussi dans la discussion directe que j'ai avec les Français qui sont très inquiets, qui ne se reconnaissent plus dans cette agitation, excitation politique, qui ne se reconnaissent pas dans des gens qui sont là pendant une campagne. Vous imaginez une seconde, je prends à gauche Jean-Luc Mélenchon gouverner le pays et il ferait quoi? Il serait l'ami de qui? De Maduro au Venezuela. Il a été complaisant avec Poutine à qui il a cherché des excuses dans toutes les actes qu'il a posés maintenant depuis des années et encore récemment, et on tournerait le dos à qui? À l'Europe. Vous imaginez une seconde ce que cela signifierait de remettre les clés du pouvoir à des gens comme ça? Une petite seconde, vous avez parlé tout à l'heure du jour d'après. C'est-à-dire que le jour d'après, vous ne rentrez pas juste à la mairie de Paris, vous participez à la reconstruction de la gauche. Évidemment, et d'ailleurs, vous savez, dans la décision que j'ai prise d'être candidate, au moment où j'ai pris cette décision, bien sûr que je savais qu'il y avait ces divisions, cette difficulté. Bien sûr que je savais que, par exemple, le Parti Socialiste avait été et est très présent par les pouvoirs locaux, mais qu'il y avait à faire ce travail aussi de doctrine, de pensée, ce que j'ai fait. Je suis profondément socialiste, social-démocrate, républicaine, européenne. Et si vous regardez mon programme, ce programme-là est un programme qui s'adresse à qui? Aux catégories populaires, aux classes moyennes, qui à la jeunesse et qui veut régler ces 3 grandes crises. Donc oui, le jour d'après, vous savez, notre pays sera groggy. Il sera groggy. Si, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Mais prenons l'hypothèse que tout le monde affiche comme l'hypothèse déjà acquise d'une réélection d'Emmanuel Macron. Sans débat, sans dialogue, avec une campagne présidentielle catastrophique par la qualité du débat qu'il y a pu y avoir. Imaginez le jour d'après, le pays groggy qui tout d'un coup va voir la rapidité avec laquelle et la violence sociale avec laquelle la réforme des retraites. Mais attendez, à venir la privatisation de l'école publique, gratuite, laïque, telle qu'on l'a connue, Creuset républicain pour tous les enfants de la République. Ça fait partie, oui, ben vous allez voir, parce que c'est mon projet. Eh bien, vous verrez comment le jour d'après, ça va réagir. Et moi, je suis une femme responsable. Je m'inscris dans la durée. Donc, c'est pas le retour à la mairie de Paris, j'ai compris. En tous les cas, je continuerai bien sûr à gérer la mairie de Paris, mais je m'impliquerai profondément et d'une façon très active avec beaucoup d'autres dans la renaissance de cette gauche de gouvernement sans laquelle il n'y aura jamais la gauche au gouvernement. Petite pause et les minutes d'après avec Anne Hidalgo, c'est dans quelques instants. Avec questions des auditeurs, de Cécile, également d'Éric Revel et puis quelques autres questions en fait d'actualité. Il y a toujours le même numéro, 0826 300 300. À tout de suite. 9h06 avec nous ce matin jusqu'à 9h15 Anne Hidalgo. 9h15, 9h20, on va pousser un tout petit peu. 9h25. Vos appels 0826 300 300 si vous voulez vous poser des questions. En tout cas, Éric Revel sera avec nous dans quelques instants. Anne Hidalgo, j'avais une question à vous poser. Marine Le Pen s'est posée en mère de famille. Valérie Pécresse et vous en femme forte. Est-ce que finalement être une femme, c'est un argument de campagne qui est plutôt assez moderne pour aller chercher un électorat féminin? C'est une réalité déjà, et je pense que pour beaucoup de femmes, nous sommes des symboles de femmes qui percent le plafond de verre. En tous les cas, moi, beaucoup de femmes viennent me voir, de jeunes femmes d'ailleurs, beaucoup viennent me dire ça fait du bien de vous avoir, d'avoir cette parole-là. Bon, après, je ne vais pas parler de mes adversaires ou concurrentes, mais est-ce que c'est un avantage dans le dialogue et la discussion avec la population? Oui, parce que je crois que les gens ont envie aussi de faire confiance à autre chose. Il y a beaucoup quand même de violence dans les propos, dans les attitudes pendant cette campagne qui sont assez atterrantes, où des femmes et des hommes d'ailleurs trouvent que
peut-être que des femmes au pouvoir, non pas plus douces, hein, soyons pas plus dans ce genre de stéréotypes. Bah écoutez, il y a beaucoup de femmes qui en ont marre de ne pas être représentées, qui en ont marre de vivre dans un pays où quand même depuis 30 ans il n'y a pas eu une femme Premier ministre, dans lequel on nous pose toujours la question, est-ce que vous croyez que les Français sont prêts à élire une femme à la présidence de la République? On est en 2022. Oui, mais est-ce que les femmes votent pour les femmes, Anne Hidalgo? Ben écoutez, par exemple, moi je sais que à Paris, donc j'ai cet exemple-là, j'ai un électorat féminin qui me soutient beaucoup, qui m'a soutenu, et y compris dans les moments compliqués de mise en œuvre d'une politique qui était très volontariste sur les questions d'environnement. L'électorat n'est pas la France. Non, c'est vrai, mais l'électorat, je vous donne cet exemple-là parce que j'en ai pas d'autres, mais l'électorat qui m'a beaucoup soutenu sont les femmes et les jeunes. Voilà. Donc, je pense que aussi le vote le plus disruptif, c'est celui de voter pour une femme. Allez, avant de retrouver Jean et d'autres appels au 0826 300 300, Éric Revel avec nous en duplex ce matin de Marseille. Éric, oui, bonjour. Bonjour Anne Hidalgo. D'abord, j'aimerais dire juste une chose, et je dirais la même chose à un homme, c'est que il faut quand même, quel que soit ce qu'on pense du positionnement politique d'Anne Hidalgo, il faut quand même saluer son courage, parce que quand vous êtes dans la situation sondagière dans laquelle se trouve Anne Hidalgo, comme aussi d'autres candidats, je peux vous dire, pour avoir suivi beaucoup de campagnes, que c'est pas du tout évident de continuer, de donner le change, de se battre pour ses idées. Bon, et ça, je voulais le dire juste en préambule, parce que il faut aussi parfois un peu de douceur dans ce monde de brut. Absolument. Anne Hidalgo, j'ai une question plus fondamentale et plus de fond. Vous insistez beaucoup sur l'idée que vous représenteriez un parti de gauche, de gouvernement, social-démocrate, mais comment expliquez-vous que depuis des années, le PS, qui a été au gouvernement il n'y a pas si longtemps, visiblement n'incarne plus les classes populaires et les classes moyennes? Pourquoi est-ce que le Parti socialiste, aujourd'hui de gouvernement, ne parle plus, notamment à ceux qui souffrent le plus en France de la crise sociale? Si vous lisez mon programme, c'est au cœur de mon programme. J'ai la conviction que les inégalités très fortes, le décrochage de la classe moyenne dans notre pays entraînent d'abord des difficultés à vivre pour nos concitoyens, et il faut vraiment les résoudre. Et deuxièmement, entraîne aussi une déstabilisation politique du pays, ouvre la porte à des populismes et à des extrémismes. Je ne suis pas la seule à le dire. Il y a une étude de l'OCDE d'il y a 4 ans qui dit exactement cela sur tous les pays de l'OCDE. C'est le décrochage de la classe moyenne qui ouvre la porte à tous les populismes. Mais pourquoi est-ce que les Françaises et les Français ne semblent plus y croire, Anne Hidalgo? Alors d'abord, il y a eu effectivement en 2017 cette explosion du paysage politique, et puis le fait que François Hollande n'ait pas été en situation de se représenter, de porter son bilan, ça a sans doute aussi été quelque chose de très difficile. Et il faut du temps partout en Europe. Les partis socialistes, les partis sociaux-démocrates, après 2008, la crise financière de 2008 a jeté le doute à l'époque sur leurs propositions. Tous les partis ont mis à peu près 10 ans pour revenir d'attaque. Moi, je raconte souvent ça. En 2010, je suis allée en Espagne, reçue au Parti socialiste. Ils étaient 2 dans un immense immeuble. Ils m'ont dit, tu vois, on n'est plus que 2. Et ils ont reconstruit, et aujourd'hui, ils sont au gouvernement. Il faut travailler à partir des réalités des Françaises et des Français. Ce que j'observe autour de moi, c'est que cette nouvelle génération qui arrive à partir des mairies, des régions, est une génération elle-même issue de la classe moyenne et des catégories populaires, comme moi. Et que cette génération-là, elle connaît la réalité de la vie de nos concitoyens, des catégories populaires et de la classe moyenne. Et qu'elle porte de ce fait beaucoup plus facilement, naturellement, sincèrement, authentiquement les préoccupations de cette classe moyenne et des catégories populaires. Et c'est avec ces femmes et ces hommes qu'on va reconstruire justement une proposition qui permettra à cette famille, cette grande famille de pensée qui a plus de 100 ans. Moi, je suis aussi fière de porter cet héritage de Jaurès, cet héritage de cette gauche qui a tellement réformé, transformé. Et vous savez, j'ai une pensée pour mon papa que j'ai perdu il y a 3 ans, pile, jour pour jour, le 11 mars. Et mon père était ouvrier et de gauche, et il me disait, tu sais, ma fille, ceux qui auront fait
pour la classe ouvrière, c'est toujours ceux qui ont fait des réformes, c'est toujours les socialistes réformistes. C'est vrai qu'ils sont souvent critiqués, mais c'est eux qui font les réformes qui améliorent la vie des classes populaires. Et moi, j'ai cette pensée-là pour lui aujourd'hui, mais cette pensée-là qui m'habite tous les jours. Oui, vous avez vu que Jean-Luc Mélenchon s'est comparé l'autre jour justement à Jaurès. Oui, mais écoutez, Jean-Luc Mélenchon, avec voilà, quand on en est à vociférer sur la police, la justice et à bafouer comme il le fait, de fait, l'état de droit, franchement... Mais il est à 11 dans les intentions de vote quand même. Je ne vais pas commenter les sondages et vous verrez combien il en sera et à combien on en sera. Ce que je vous dis, c'est que je ne pense pas qu'il puisse être crédible pour incarner une gauche qui puisse un jour gouverner le pays. Parce que pour gouverner le pays, il faut vouloir rassembler. Il ne faut pas être dans une forme de sectarisme. Il faut parler à tout le monde. Et il faut bien sûr, parce que quand on est de gauche, ce qui est mon cas, faire quoi? S'intéresser aux plus fragiles. Oui. Vous savez, moi, dans ma vie professionnelle, je n'ai pas choisi de partir vers l'inspection des finances. J'ai préféré être inspectrice du travail. Vous voyez, ça vous dit déjà ce qui m'intéresse dans la vie. Oui. À propos de rassemblement, justement, il y a ce drapeau qui divise un peu depuis 24 heures, qui est le drapeau européen sous l'arc de triomphe. Et donc, une division avec une polémique montée peut-être par la droite, mais tout de même, quand même. Pourquoi, effectivement, laisser ce drapeau européen seul et pas accompagné du drapeau français? Écoutez, moi, je ne vais pas de polémique sur la dimension européenne. Et pour moi, l'Europe est notre horizon. L'Europe, ce n'est pas l'effacement de la France. L'Europe, c'est vraiment notre horizon. L'espace, le drapeau de la France est magnifique et il faut qu'on le voit partout parce que c'est l'emblème, le symbole de notre République, liberté, égalité, fraternité. Mais le drapeau européen, c'est aussi cet espace démocratique qui est le nôtre. Alors, moi, je suis profondément européenne. Je pense que dans la géopolitique mondiale nouvelle dans laquelle nous sommes, oui, mais vous comprenez que ça peut choquer en fait certaines personnes sur l'Arc de Triomphe. Au château de Versailles, où on accueille en fait les 27, il y a bien en fait les deux drapeaux qui flottent. Et là, sous l'Arc de Triomphe, il n'y en a qu'un seul. Donc certains sont choqués. Eh bien, moi, ça ne me choque pas, voilà, parce que ça n'est pas un renoncement que de mettre en avant le drapeau européen. C'est une façon de dire, et quand on accueille les 27, de leur dire bienvenue. Et c'est ensemble que nous sommes en train de construire aussi cet espace politique et citoyen absolument indispensable. Nous devons peser. Et c'est très bien que l'Europe comprenne et ait pris des actes déjà au moment du Covid. Mais là encore avec cette crise ukrainienne. Et il faudrait aller plus loin. Il faudrait aller plus loin, c'est-à-dire il faudrait aller l'embargo du gaz russe, ça c'est clair. Il faudrait évidemment aussi accepter cette proposition du président Zelensky de permettre à l'Ukraine de rentrer en Europe. Je le dis très clairement. Ce que font aujourd'hui, il faut aller jusqu'à l'adhésion. Il faut aller jusqu'à l'adhésion. Ce que font aujourd'hui les Ukrainiens qui défendent. Hier, j'étais, vous savez, au téléphone avec le maire de Mariupol, qui est sous les bombes, qui venait de subir cette attaque contre un hôpital pédiatrique, qui me dit on manque de tout, d'eau, etc. Il faut absolument qu'il y ait un couloir humanitaire pour que les femmes, les familles qui restent encore à Mariupol puissent partir. Et il me disait son attachement à l'Europe et aux valeurs. Et pourtant, il est russophone. Et il me disait, nous, on n'a jamais été dans la détestation des Russes. Mais là, ce qui vient de nous être fait nous pousse encore plus dans les bras de ceux avec qui on voudrait vivre, c'est-à-dire les Européens. Pourquoi ? Parce que les Européens, nous sommes porteurs d'un modèle démocratique, d'un modèle d'ailleurs très inspiré de la social-démocratie. Anne Hidalgo, s'il y avait cette adhésion de l'Ukraine à l'Europe immédiate, est-ce que ce ne serait pas une provocation supplémentaire ? Ça ne peut pas être immédiat. Ça ne peut pas être immédiat. Oui, et ça, vous le savez. Mais il faut quand même ouvrir cette porte-là, parce que quand on a des peuples qui, à ce point, se battent pour leur liberté et se reconnaissent dans des valeurs qui sont nos valeurs communes, eh bien, il faut les accepter. C'est pour ça aussi, je le dis très clairement, il n'y a pas d'avenir possible en dehors d'un travail. Bien sûr, l'existence des Français au sein de l'Europe est fondamentale et nous avons une voix singulière, une voix singulière dans cet espace européen. Mais il n'y a pas de possibilité dans le monde troublé, dans le monde de tension dans lequel nous sommes, en dehors d'une Europe forte. Allez, vite, rapidement. 0826 300 300. Diane de Perpignan est avec nous. Bonjour Diane, bienvenue. Bonjour
bonjour, voilà, je voudrais vous poser rapidement. Alors, je suis contre ce que vous venez de dire, mais l'hôpital, vous n'en avez pas parlé. Là, les lits sont fermés. Pas l'hôpital, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, les hôpitaux, les cliniques privées. J'ai eu qu'hier, ma fille, 2 jours en urgence et pas de lit, pas de chirurgien pour l'opérer d'une appendicite. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'est-ce que vous allez faire réellement et qu'est-ce que vous pourrez faire, parce que l'Europe empêche beaucoup de choses. Donc qu'est-ce que vous allez faire contre l'Europe pour pouvoir ouvrir des lits? C'est pas l'Europe qui empêche l'ouverture des lits. Emmanuel Macron a fermé 5700 lits pendant cette crise Covid alors qu'il aurait dû les ouvrir. Pour moi, et vous avez raison, on n'a pas parlé de l'hôpital et de la santé, alors que c'est crucial aussi dans mon programme, comme l'éducation, comme l'éducation aussi. Qu'est-ce que je fais? D'abord, on arrête avec cette idée que l'hôpital est une entreprise et qu'il faudrait qu'il soit rentable. Non, l'hôpital public ne peut pas être évalué dans les critères qui sont les critères de l'évaluation des entreprises privées. Deuxièmement, je revois le financement de la santé et de l'hôpital public, non pas à partir de règles comptables, mais à partir des besoins de la population et en tenant compte, vous l'avez dit tout à l'heure, aussi des déserts médicaux. 9 millions de Français vivent dans des déserts médicaux aujourd'hui. Je recrute des médecins, des infirmières, des sages-femmes. Nous en manquons cruellement, il faut les payer, donc je mets en place les financements. C'est financé. Mon projet pour la France est appuyé sur 50 milliards de dépenses nouvelles, appuyé sur 50 milliards de recettes nouvelles. Donc je finance l'hôpital public parce que c'est un pan essentiel à la fois de notre santé, mais aussi de la solidité, de la stabilité du pays et de la croyance de nos concitoyens dans le fait que notre pays s'occupe de nous. Voilà. Et donc pour moi, la santé et la santé publique est un axe majeur. Je le finance donc non pas à partir de règles comptables, mais à partir des besoins de la population. Et par ailleurs, je mets en place aussi, parce que dans les déserts médicaux, j'ai proposé qu'on prenne appui sur la réforme des études de médecine, notamment sur la 4e année d'internat, que cette 4e année d'internat soit une année de professionnalisation, où on paye les internes le double de ce qu'ils sont payés aujourd'hui pour aller dans les déserts médicaux. Et dès 2022, ça veut dire qu'on peut avoir 4000 internes en professionnalisation dans des déserts médicaux pour nous aider à passer le cap, parce que évidemment recruter 15 000 médecins par an comme je le propose, qui est le besoin en France, ça prend du temps. Ça va prendre du temps puisqu'il faut 10 ans pour former un médecin. Merci Anne Hidalgo pour toutes ces réponses. Il y avait beaucoup de sujets que nous avons abordés depuis 8h15.